actuel qui est le Grand Lac Salé aux États-Unis. C'est un système sédimentaire actuel, c'est-à-dire que les tapis microbiens sont à la surface, ils sont à l'air libre, ils sont encore vivants. Mais dans des millions d'années, lorsque ce système-là sera enfoui, la matrice organique qui est ici va soit se dégrader, soit se fossiliser, ou alors elle peut être aussi piégée à l'intérieur de la minéralisation. Et à cet instant-là, elle va avoir des conditions de température et de pression complètement différentes et va produire du pétrole ou du gaz. Voilà. Donc moi, le but de ma thèse, c'est d'étudier les systèmes sédimentaires actuels, comme celui-ci, pour mieux comprendre les systèmes anciens et pour mieux comprendre comment exploiter le pétrole. Voilà. J'espère que cela vous aura éclairé sur les méthodes d'exploitation du pétrole. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant le quatrième candidat, qui est Hugo Deletier, avec une recherche qui s'appelle Méthode d'optimisation et de gestion des incertitudes associées aux modèles hydrogéologiques régionaux, application à la gestion des ressources en eau souterraine. Bonjour à tous, je suis sourcier scientifique, ou plus communément hydrogéologue. Donc en fait, vous n'êtes pas sans savoir que la ressource en eau souterraine, à l'échelle mondiale, constitue la principale source d'eau douce après les glaciers. Et de fait, elle doit être gérée durablement à l'échelle régionale en prenant en compte le système hydrogéologique. Mais qu'est-ce qu'un système hydrogéologique? En fait, c'est un empilement de couches sédimentaires géologiques à l'intérieur duquel de l'eau va se trouver dans la porosité, et cette eau, à l'intérieur de cette couche, va pouvoir s'écouler, former un aquifère. Et comment appliquer cette gestion durable de l'aquifère concrètement? Eh bien, ça va se faire par l'application de deux paramètres. Deux paramètres, à savoir, un, garder et préserver le stock présent dans l'aquifère pour les générations futures, et deuxièmement, préserver les relations qu'entretient l'aquifère avec les milieux superficiels en surface. Par exemple, éviter d'assécher une rivière ou un lac. Et donc concrètement, un hydrogéologue, comment va-t-il faire pour appliquer cette gestion durable à l'échelle d'un système hydrogéologique? Eh bien, il va créer des modèles numériques. Et donc ces modèles numériques sont censés représenter la complexité du milieu souterrain de manière simplifiée par l'estimation de paramètres, une multitude de paramètres, des paramètres souterrains et des paramètres présents en subsurface. Par exemple, savoir quelle est la quantité d'eau de pluie qui va pouvoir s'infiltrer pour rejoindre le stock de l'aquifère. Ça, c'est un exemple de paramètre. Le problème qu'il existe, c'est que c'est dans la manière d'estimer ces paramètres. En fait, comment on fait actuellement? On essaye par essai-erreur d'ajuster les simulations des modèles avec des observations qu'on a sur le terrain. Par exemple, faire correspondre un débit en rivière calculé sur le terrain avec un débit en rivière simulé par le modèle. Donc, en faisant correspondre les simulations avec les observations, on arrive à obtenir une valeur de paramètre. Le problème, c'est qu'il n'existe pas une manière simple et univoque pour estimer le paramètre. On peut avoir plusieurs valeurs de paramètres pour une corrélation entre simulation et observation. Et là, c'est l'objet de ma thèse en fait, c'est de gérer l'incertitude qu'on a sur l'estimation de ces paramètres. Et d'autant plus que cette incertitude que l'on a sur ces paramètres-là, sur leur valeur, eh bien, se reporte sur les valeurs prédites du modèle. Parce qu'en fait, le modèle, ça va nous servir eh bien, concrètement à estimer un débit d'exploitation durable pour une population dans 15, 20 ou 30 ans. Et donc, moi, mon travail, c'est d'utiliser des méthodes d'optimisation afin de prendre en compte cette incertitude que l'on a sur le débit d'exploitation durable pour l'exploitation du système aquifère. Voilà. Merci à vous. Merci. Grâce à vous, mourra pas trop.
Nous accueillons maintenant notre cinquième candidate, qui est Christina Tossetto, avec Histoire de la critique de théâtre en France et en Italie entre les années 50 et 90. Bonjour à tous, je m'appelle Christina Tossetto et je suis une doctorante en théâtre. Oui, ça existe, même mes parents n'y croyaient pas. Et en fait, j'ai fait une thèse. Et oui, aussi les doctorants en théâtre font des thèses, qui est sur l'histoire de la critique de théâtre entre les années 50 et 90 en France et en Italie. Alors, pourquoi venir vous parler de ma thèse? Pourquoi m'habiller comme ça pour vous parler de ma thèse, etc. etc. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là? Ben, c'est ça la critique, c'est de se demander pourquoi. Sauf qu'on ne peut pas se demander pourquoi de n'importe quoi. On se demande pourquoi de quelque chose qui a pour nous de la valeur. Par exemple, vous pouvez juger des différents projets parce que voilà, les personnes qui vous en parlent considèrent que leur thèse a de la valeur pour eux et vous considérez voilà, que les projets des doctorants ont de la valeur. Sauf qu'en fait, chacun d'entre vous porte des jugements différents sur ce qu'ils voient, qui dépendent de leur credo, de leur goût, de leur expérience. Et c'est ces grands chaos des regards que les critiques cherchent à ranger. Et pour le théâtre, c'est davantage difficile parce que le théâtre, c'est ces triangles de Bermude dans lesquels les valeurs glissent, les points de repère nous échappent et c'est la brume. C'est pas le triangle d'or parce que le théâtre, il n'y a pas d'argent. Et du coup, en fait, les critiques, ils rangent ça, mais ils travaillent dans l'actualité et ils s'en recoulent comme s'ils devaient ranger un armoire dans lequel ils étaient eux-mêmes enfermés. Et c'est aussi pour ça que personne remarque les critiques, ils sont oubliés parce qu'ils sont tous enfermés dans les armoires. Et pour ça, à ce jour, il n'existe aucun manuel d'histoire de la critique de théâtre. Du coup, mon travail, pour la période 50-90, c'est d'ouvrir l'armoire, sortir les squelettes de critique et observer. Du coup, par exemple, dans un armoire des années 50, on peut trouver une tenue d'Arlequin, des culottes avec un symbole de l'anarchie, la cravate de Jean Villard, les fondateurs du Festival d'Avignon. Eh bien, vous voyez bien que c'est difficile d'arranger tout cela. Si aujourd'hui je venais ici devant vous, vous parler avec une tenue d'Arlequin, des culottes bizarres et une cravate des années 50, ça n'aura pas fait de sens. En fait, observer l'organisation de l'armoire me permet de comprendre comment les valeurs d'une certaine époque constituent un rapport cohérent avec la scène qui nous les présente. Et sauf qu'entre les années 50 et 90, les artistes mettent en question la pratique de la mise en scène et ils proposent des nouvelles approches au plateau. Et du coup, tout cela devient davantage difficile parce que les critiques français et italiens se piquent les idées pour essayer de comprendre ce qu'ils font ces artistes. D'ailleurs, par exemple, au lieu de mettre en scène un texte, ils font des choses et après, ils analysent leur pratique. C'est le principe du théâtre expérimental. Et du coup, vous voyez bien que quand même, français et italien, ils n'ont pas les mêmes idées. Du coup, dans les chaos de la critique, une seule certitude demeure, l'existence de doctorants en théâtre. Merci beaucoup, Christina. Nous accueillons la 6e candidate, qui est Alice Parutenko, sur la phénoménologie et esthétique, reconnaissance de l'héritage. Bonjour, je m'appelle Alice Parutenko, je suis d'origine russe et je m'intéresse à l'art et notamment à l'art du théâtre. Mais ce qui m'a toujours le plus intéressé en fait, c'est le principe constitutif de la création artistique. Qu'est-ce qui fait naître une œuvre d'art? Quel est l'élément fondamental et déterminant pour un artiste afin de créer de l'art? Toutes ces questions m'ont amené à faire des recherches philosophiques et j'ai fait une rencontre étonnante. J'ai rencontré une professeure passionnante de philosophie russe. Et oui, on n'en entend pas souvent parler, mais ça existe.
une pensée spécifiquement russe qu'on distingue déjà dans les romans de Dostoïevski, par exemple, ou de Tolstoï, et qu'on connaît bien en France grâce aux traductions qui existent de leurs œuvres. Eh bien, imaginez qu'il y a un nombre d'auteurs russes qu'on ne connaît pas en France, mais qui ont pourtant influencé la culture européenne dans différents domaines, et notamment dans le domaine artistique, aussi bien dans le domaine du théâtre, de la musique, de la peinture. Eh bien, moi j'étudie deux de ces auteurs, Gustav Speth et Alexei Losev, qui tous deux ont écrit des textes aussi bien littéraires que philosophiques sur l'art du théâtre, sur la composition musicale, sur la linguistique, sur la psychologie. Tous deux ont été influencés par un courant de pensée de la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est quoi? Eh bien, c'est une science. C'est la science des sources. C'est une science qui s'attache à rechercher l'essence des choses, leur origine, leurs principes constitutifs. Et c'est exactement ce qui intéresse les artistes et les penseurs russes du début du XXe siècle. Ils cherchent à savoir comment créer, comment utiliser le réel, comment utiliser l'imaginaire pour créer du nouveau. Eh bien, ces deux auteurs, on ne les connaît pas du tout en Occident, pour deux raisons majeures. D'une part, à cause des conflits politiques qui ont traversé tout le XXe siècle, aussi bien en Russie qu'en Europe, et d'autre part, par manque de traduction de leurs œuvres, la quasi-absence de traduction. Aussi, tous deux ont subi la pression du régime soviétique, la censure, et étaient obligés de codifier leurs textes pour préserver leurs idées philosophiques. Ce qui fait que leurs textes sont quasiment inaccessibles et demandent une méthode spécifique pour pouvoir accéder à leur sens caché. C'est exactement ce que je fais dans ma thèse. Je recherche le sens caché des textes russes sur la création artistique pour pouvoir les traduire et les transmettre au public français. Alors, je fais aussi bien de l'interprétation philosophique que la traduction et la restitution des liens entre la philosophie, l'art et le théâtre.